Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 à Champagne-Ardenne. Bienvenue pour un nouveau débat consacré ce soir à la première circonscription de l'Aube à l'occasion, vous le savez, des élections législatives qui ont lieu les 12 et 19 juin prochains. Avec nous ce soir, 5 candidats représentatifs des forces politiques engagées sur cette circonscription auboise. Tout d'abord, Grégory Besson-Moreau, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes député sortant, vous représentez ici la majorité présidentielle, le parti Renaissance. En face de vous, Stéphanie Frankel, bonsoir également, candidate Les Républicains, droite et centre, c'est ce que vous représentez. Oui. Hervé Giacomoni est avec nous en duplex de Troyes, il représente le parti Reconquête. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Jordan Guiton également sur le plateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat du Rassemblement National. Et puis enfin, Laurent Spagnesi, bonsoir également. Vous êtes représentant de NUPES, NUPS, la nouvelle Union Populaire, bonsoir. Militant Europe Écologie et Les Verts depuis longtemps. Et puis d'autres candidats se présentent dans cette première circonscription de l'Aube. Vous allez les voir affichés sur l'écran. Ils sont au nombre de 3 et eux aussi concourent pour devenir députés le 19 juin au soir. Vous les voyez. Alors cette première circonscription de l'Aube, c'est la plus grande du département. Elle occupe l'est et le nord-est du département. Elle partage avec les deux autres circonscriptions du département, eh bien la ville de Troyes, et puis englobe également Bar-sur-Aube, la jolie ville de Bar-sur-Aube. Au second tour de la présidentielle, il faut le noter, Marine Le Pen est arrivée en tête du scrutin avec 54,7% des voix et puis 45,3% pour Emmanuel Macron. Alors on va parler bien sûr de ce qui anime vos candidatures, du fond, des projets, mais d'abord un mot d'actualité parce que l'actualité nous rattrape. Vous avez vu comme nous cette affaire Abad qui a beaucoup fait parler. Elle concerne la violence faite aux femmes mais aussi la présomption d'innocence. Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, a fait l'objet d'une plainte pour viol pour des faits datant de 2011. Classé sans suite en 2017. Selon Mediapart, il nie les faits. L'ex-ténor de la droite est également visé par un autre témoignage relatant, là encore, des faits présumés de viol qui se seraient déroulés en 2010. Alors, Grégory Besson-Moreau, un mot sur ce qui se passe. Est-ce qu'il faut, selon vous, écarter ce ministre ou le laisser en place ? Présomption d'innocence, peut-être. Bien déjà, je tiens à saluer les femmes qui sortent de l'anonymat, sortent du silence et qui ont le courage de dire devant tout le monde qu'elles ont été violentées, violées ou agressées. Après, sur le cas du ministre Abad, il y a des jugements qui ont été rendus. Il y a aussi la présomption d'innocence. Je pense que tous autour de la table, si demain on était accusé, on fait confiance à la justice. Et on reste en poste. Et on reste en poste en attendant que la justice réagisse. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que la justice réponde beaucoup plus vite et que les Français aient encore beaucoup plus confiance dans la relation avec la justice française. Stéphanie Frankel, vous aussi un mot, une remarque sur ce qui se passe en ce moment et ce ministre, faut-il le laisser en place ? Alors, je ne me permettrai pas de dire si ce ministre a sa place ou pas. Seule la justice pourra dire s'il y a effectivement si les faits sont réels ou non. En revanche, effectivement, et je partage l'avis de M. Besson-Moreau, ces femmes qui parlent aujourd'hui, plus souvent, c'est très bien, ça va dans le bon sens. Et alors, il y a des affaires qui s'arrêtent, mais il y a aussi des affaires qui sont jugées. Et pour toutes ces femmes, c'est important que ce le soit. Donc voilà, on ne peut pas être pour ou contre. Il faut aujourd'hui attendre les résultats et le rendu de la justice qui fera son travail. Des Républicains, vous aviez connaissance de quelque chose Pas du tout. Il pourrait être issu de partout. Ça ne changerait pas le problème qu'aujourd'hui, il est mis en accusation. Il faut savoir si les faits sont réels. C'est la seule chose, que ce soit lui ou un autre qui vienne des LR ou qui viennent de la gauche, enfin peu importe. Jordan Guiton, un mot sur cette affaire-là, présomption d'innocence, on attend que la justice passe, c'est votre point de vue ? Oui, moi aussi, je pense qu'il ne faut pas juger quelqu'un avant même qu'il soit passé devant les tribunaux de notre pays et donc le condamner pour des faits. Voilà, donc on va laisser parler la justice dans notre pays et ensuite il faudra en tirer des conséquences. Et évidemment, si les faits sont avérés, là par contre, il faudra une tolérance zéro et je suis même pour une loi qui interdise aux personnes condamnées pour des violences faites envers les femmes ou des violences sexuelles, interdisent finalement de se présenter à une élection à l'avenir. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas de faits qui ont été avérés par un jugement. Laurent Spagnesi, vous aussi, voilà, un mot rapide. Il est question de violence faite aux femmes, de présomption d'innocence aussi. C'est quoi votre point de vue sur cette affaire-là ? Ça rejoint beaucoup ce qui s'est dit. C'est-à-dire qu'il est heureux que la parole des femmes se soit libérée
j'y suis particulièrement sensible parce que j'ai 4 filles. Et donc, voilà, je trouve que c'est très important qu'on ait cassé cette omerta. Maintenant, effectivement, il y a le problème de la présomption d'innocence qui est, à mon point de vue, fondamental parce qu'on ne peut pas condamner les gens comme ça sur de simples présomptions. Ouais. Et il faut que la justice fasse son travail. Mais je rejoins aussi M. Besson-Moreau, c'est-à-dire qu'il faut que la justice fasse beaucoup plus vite. Et qu'on revoie un certain nombre de choses sur l'organisation même de notre justice, notamment sur son rythme. Monsieur Giacomoni, également une réaction sur cette affaire Damien Abad, parce qu'elle a quand même un peu pollué le début du gouvernement d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Bien, c'est très simple. Ce sont des crimes qui doivent être dénoncés et sévèrement punis par la justice française. Alors, évidemment, il y a la présomption d'innocence. Nous allons laisser, bien sûr, les juges faire leur travail, c'est évident. Par contre, ce que je constate, c'est qu'une nouvelle fois, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, on retrouve encore des affaires. C'est-à-dire des affaires, des mises en examen, bref, des intentions qui, il me semble, sont un petit peu excessives, malheureusement. Et je pense que même si M. Macron voulait, pour son gouvernement, comme Mme Elisabeth Borne, faire des enquêtes, je dirais, un peu plus poussées sur certaines conditions des futurs ministres et ministres, bien sûr, nommés, je pense qu'on éviterait de tomber dans certains décalages par rapport à l'actualité, malheureusement. Et de toute façon, c'est une affaire qu'il faut condamner. Voilà, aujourd'hui, c'est la présomption d'innocence qui doit arriver au premier plan. C'est entendu. Alors, on va faire justement un point sur le rôle du député. Si vous êtes élu, Grégory Besson-Moreau, et si vous continuez à être député, donc, quel est votre rôle? Comment vous envisagez le rôle de député dans la circonscription? Est-ce que c'est du local? Est-ce que c'est simplement voter des lois comme le parti? C'est quoi le rôle de député pour vous? Comment vous allez le faire si vous êtes élu? Il y a deux rôles. Il y a le rôle des députés d'opposition et le rôle des députés de la majorité. Quand vous êtes député d'opposition, c'est vrai qu'il est très simple d'être sur toutes les photos et de tous les événements pour être présent sur le territoire. Quand vous êtes député de la majorité, vous devez de faire la loi. Moi, tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, toutes les Auboises et les Aubois, me payent. Tous les mois, je reçois un salaire pour ça. Et je pense qu'ils préfèrent que je sois payé pour faire la loi, pour les protéger, comme je l'ai fait sur ces 5 dernières années. Pour voter comme le groupe? Non, pour voter. Vous savez, j'ai 3 lois à mon nom. Une sur les biocarburants, pour faire le plein avec du bioéthanol, pour que ça coûte moins cher, 70 centimes le litre pour faire le plein. Une qui a protégé la filière betterave, la filière sucrière. Et une qui s'appelait Egalim 2, qui porte maintenant mon nom, qui est sur la protection de la rémunération des agriculteurs. Ces 3 lois n'étaient pas prévues par le président de la République il y a 5 ans. Et donc, j'ai réussi à créer des lois. Je suis allé à l'encontre du gouvernement très régulièrement. Mais c'est ce que les téléspectateurs, ce que les Auboises et les Aubois attendent de nous. Un député de la majorité, c'est là pour légiférer, c'est là pour faire la loi et pour faire valoir son territoire. Et appliquer le programme du président de la République. Les retraites à 65 ans, vous voterez pour? Je voterai pour la retraite à 65 ans à une condition, c'est qu'on prenne en compte aussi la pénibilité. Sur nos territoires, quand vous travaillez dans le bâtiment, quand vous travaillez dans le monde agricole, j'ai défendu le monde agricole depuis 5 ans, même un petit peu plus que ça, le travail est dur, et donc on doit prendre aussi en compte cette pénibilité. Mais mon premier travail aujourd'hui, surtout, c'est de répondre à l'attente instantanée. Laquelle est-elle? L'inflation. Tout coûte plus cher. Et dès juillet, il faut absolument que les pensions de retraite soient réindexées sur l'inflation. C'est une priorité. Tout comme d'ailleurs dégeler les points d'index des personnes à l'éducation nationale, des fonctionnaires. On doit absolument faire monter les salaires et valoriser le travail, contrairement à ceux qui sont aujourd'hui parfois un petit peu trop assistés. Je vois Stéphanie Frankel qui sourit légèrement, mais peut-être que pour vous aussi, le rôle du député, c'est ça, c'est voter des lois, en proposer, les appliquer. Oui, alors tout à fait. C'est en tout cas une partie pour moi de ce qu'évoque député, mais il faut quand même pas tout à fait se tromper parce que on n'est pas qu'au gouvernement et on n'est pas qu'à l'Assemblée. Et je dirais que moi, le rôle du député, il est totalement à l'inverse de M. Besson-Moreau. C'est pas du tout la fonction de député que je souhaiterais porter, en tout cas devant les Aubois et les Auboises, parce que déjà, avant tout, pour pouvoir être un bon député, il faut déjà comprendre le territoire sur lequel vous êtes. Pour le comprendre, il faut y avoir grandi, il faut y avoir travaillé, il faut aimer l'aube. De parachutage. Il faut aimer l'aube. Et il a cette tendance à dire qu'il a fait son travail, mais votre présence à l'Assemblée
est très faible, votre présence en circo est très faible, donc en fait, vous étiez où? On aimerait bien le savoir, mais vous pourrez y répondre. Et puis la deuxième qualité pour moi et pour être député, c'est déjà, et c'est le moteur de tout engagement politique, mais à tout niveau, conseiller, maire, etc., c'est déjà de savoir écouter les hommes et les femmes, c'est la première chose, d'aimer les aider au quotidien et surtout d'être à la disposition et au soutien des élus déjà ancrés, locaux de notre territoire, pour faire avancer, pour débloquer des situations, pour les protéger et pour montrer qu'on est fier de ce territoire. Pour moi, le député, c'est le bouclier entre son département et vraiment les instances, je dirais plutôt administratives parisiennes, qui pensent que les problématiques en général d'un territoire, qui pourtant sont propres à chaque territoire, peuvent être totalement uniformisées et totalement dictées de Paris. Donc vous voyez, on est complètement sur autre chose. Moi, l'action locale que j'ai menée depuis 8 ans aux côtés de François Baroin, et je suis très fière de l'avoir fait, mais n'a été qu'au service des Aubois. Et pour moi, on n'est pas député pour son ambition personnelle, mais on porte l'ambition d'un territoire sur lequel on est élu. Et pour ça, et c'est pour ça que moi, je m'engagerai pour la lutte contre l'ultra-centralisation du pouvoir, mais aussi, il faut commencer par la connaissance intrinsèque de ce qu'est l'Aube, et ce monsieur ne l'a pas. Alors, bonne lecture de fiche. Jordan Guiton. Mais vous avez des fiches aussi. Pour vous, le rôle d'un député, c'est quoi? C'est se situer comment par rapport au gouvernement? C'est un contre-pouvoir aussi? Oui, je pense que l'Aube a placé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Marine Le Pen largement en tête et aurait espéré avoir Marine Le Pen présidente de la République. Dans la circo, 55%. Dans cette circonscription, 55%, comme vous l'avez dit. Pour moi, un député, c'est déjà quelqu'un qui est ancré. Si le Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils m'ont choisi, c'est aussi parce que j'y suis né dans ce territoire. C'est aussi parce que ça fait 9 ans, depuis que je suis majeur, ça fait 9 ans que je m'engage dans ce territoire. J'ai l'honneur d'être élu à la ville de Troyes, j'ai l'honneur d'être élu conseiller régional de ce territoire, et donc j'ai l'honneur de pouvoir représenter mes idées au quotidien. Je pense qu'un député, il doit avoir un rôle à la fois à l'Assemblée nationale, d'aller voter les lois, de participer, d'être présent, parce que lorsqu'on a une indemnité parlementaire, on se doit d'être présent, et très présent à l'Assemblée nationale, d'être d'ailleurs très, pas que le mercredi, très exemplaire dans son comportement. Et dans une seconde phase, je pense qu'on doit être présent auprès des élus locaux, auprès des conseillers départementaux, auprès des maires. Et malheureusement, monsieur le député, beaucoup de maires, beaucoup de personnes, beaucoup du domaine associatif ne vous connaissent pas, ne vous ont pas beaucoup vu ces 5 dernières années. C'est une reproche que j'entends, que je répète, mais voilà. Donc moi, je pense que je serai en tout cas un député au plus près de ses habitants pour la simple et bonne raison que j'y vis. J'ai envie d'y fonder ma famille, j'y ai ma maison et je vis dans l'Aube. Donc en fait, j'ai envie de représenter au mieux mes idées parce que cette première circonscription, elle est dans mes gènes, et donc j'ai envie de représenter l'Aube et les Aubois à l'Assemblée nationale pour le groupe du Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors on finit le tour de table, puis après évidemment Grégory Besson-Moreau, vous répondrez aux différentes attaques qui ont été faites. Laurence Pagnesi, comment vous voyez ce rôle de député si vous êtes élu le 19 juin prochain? Alors le rôle de député, il a effectivement plusieurs facettes. Le local, l'Assemblée, les commissions. C'est l'Assemblée nationale, c'est comme ça que le prévoit la Constitution, le vote de la loi, et participer à la construction de ces lois. Et vous vous situerez comment par rapport au gouvernement? On parle de loi de retraite à 65 ans. Vous serez contre-pouvoir? Tout dépendra de la majorité qui sera à l'Assemblée nationale. Les jeux ne sont pas faits. On a l'impression que l'élection est déjà gagnée par un mouvement. Ce n'est pas le cas. Donc ça dépendra. Effectivement, si il y a une majorité NUPES, on soutiendra le gouvernement, même s'il y aura des nuances, forcément, puisque c'est une alliance de partis. Mais si on n'a pas la majorité, qu'on est dans l'opposition, que nous sommes dans l'opposition, effectivement, ce sera un contre-pouvoir et aussi la possibilité aussi de proposer des lois. Aussi de ne pas être systématiquement dans une opposition en disant je vote contre, je vote contre, je vote contre, sans pour autant de faire de contre-propositions. Donc là, c'est un rôle important. Et il y a aussi constructif. Et il y a aussi le rôle local. Moi, je suis quelqu'un qui est né dans le département. Je suis né dans le sud du département. J'ai fait une partie de mes études à Troyes. J'ai travaillé à Troyes depuis... j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle à Troyes. En tant que météorologiste, puis en tant qu'enseignant, puis en tant que chef d'établissement. Je connais très bien le territoire. Je connais très bien les problèmes des populations. Mon métier de chef d'établissement m'a confronté aux difficultés économiques, sociales d'une grande partie de la population. Donc local et national. On l'a compris. Non. Monsieur Giacomoni, du côté de Reconquête, comment vous voyez ce rôle si vous êtes élu? Est-ce que c'est un travail parlementaire, beaucoup de travail de terrain? Comment vous l'envisagez, ce rôle de député?
Alors, dans un premier temps, un député doit contrôler le gouvernement. C'est son rôle à la base, puisqu'il doit soit voter les lois ou les retoquer. Bien sûr, il peut proposer des lois, il peut entrer en commission, il peut saisir le Conseil lorsqu'il a constitué un groupe parlementaire, et ensuite faire évoluer en quelque sorte le fonctionnement de notre pays, qu'il aille dans le bon sens. C'est aussi le rôle du député d'être proche de sa circonscription. Le député, c'est le lien entre les citoyens et le gouvernement, donc l'État. Et pour faire quoi ? Pour faire quoi exactement, précisément ? Alors, précisément, il faut recevoir les doléances, c'est-à-dire connaître les difficultés locales, que ce soit pour, par exemple, les citoyens, les entreprises, les difficultés de terrain, bien entendu. Et pour cela, effectivement, il faut être sur place. Alors, si on n'est pas natif, ça peut ne pas poser de problème. Moi, je suis dans le département de l'Aube depuis 36 ans. Et effectivement, j'ai fait de la politique, puisque à un moment donné, j'ai accompagné les LR en tant que sympathisant et très actif militant à l'époque du mouvement, enfin, disons, de la campagne de François Fillon. Donc ça, c'est un atout indispensable d'être du secteur, de bien le connaître, d'y être depuis 36 ans, comme vous le dites. Alors, il y a 3 points très importants. C'est-à-dire qu'il faut avoir une compétence territoriale. Moi, je suis un ancien élu rural dans la 2e circonscription. Cela m'a permis de connaître un peu le fonctionnement d'une commune et aussi d'une communauté de communes, c'est-à-dire de saisir en fait les attentes et les besoins pour le développement local. Alors on reviendra sur le développement local, Monsieur Giacomini, dans quelques instants, ça va être notre prochain sujet. Mais si vous voulez bien juste un mot, Grégory Besson-Moreau, pour réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, on a l'impression qu'il faut être du coin, que vous n'avez pas été très visible. Vous répondez quoi depuis pendant 5 ans ? Mais je réponds qu'en fait, il faut être visible sur le terrain dans l'Aube, dans la première circonscription, et être visible aussi à l'Assemblée nationale. L'ensemble des lois que j'ai portées, elles ne viennent pas du terrain de toute la France. Les lois que j'ai portées, elles ont protégé la première circonscription de l'Aube. Que ce soit la loi que j'ai portée sur la rémunération des agriculteurs, comme la loi sur la réintroduction des néonicotinoïdes pour protéger la filière betterave, protéger la sucrerie d'Arcisseau. Mais ce n'est pas mon collègue sur ma droite qui me dira le contraire. J'ai protégé le territoire. Comment je l'ai protégé ? Justement, en allant au contact des élus locaux, en allant au contact de la représentation syndicale agricole, des agriculteurs. Pourtant, il y a un sentiment d'un député peut-être pas assez visible, ce que disait Frankel tout à l'heure. Un député de l'opposition, il est là pour passer à la télé de temps en temps dans l'hémicycle pour dire qu'il n'est pas content. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu à peu près, sur les 3 circonscriptions de l'Aube, plus de 45 propositions de loi. J'ai eu, de mon côté, 2 propositions de loi. Sur ces 45 propositions, seules 2 ont été votées. Mes propositions de loi. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'écoute le territoire et je pousse ces informations auprès du gouvernement, auprès du président de la République. Si vous êtes député de l'opposition, vous n'avez aucune chance. Si vous êtes député de la majorité, vous allez défendre votre territoire auprès du gouvernement en faisant très régulièrement plier le gouvernement, plier le Premier ministre s'il n'est pas d'accord avec vous. Et c'est la représentation nationale qui décide. Jordan Guiton. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous démontrez en fait que vous êtes assez sectaire, puisque vous n'acceptez pas d'avoir des lois qui viennent d'autres mouvements politiques. Moi, je pense que dans l'Aube, il aurait été nécessaire de ne pas voter, par exemple, les 80 km/h, qui a été un drame pour toutes les personnes qui prennent leur voiture tous les jours dans la première circonscription. On est passé de 90 à 80 sur les routes départementales. Ça a été une loi, quand même. Ça a été une loi. Pardon. Ce n'était pas un vote. 90, c'est quand même votre gouvernement qui l'a mis en place. Je m'y suis opposé publiquement dans la presse et ce n'est pas une loi. Alors, quand on veut être député, il faut peut-être se renseigner de ce qu'est la loi. Monsieur Besson-Moreau, je pense qu'avant d'être député, monsieur, vous n'aviez pas toutes ces informations. Et je pense qu'il ne faut pas que vous ayez ce statut de député qui peut-être ne restera pas. Que vous soyez dans un débat très simplement. Quand on attaque quelqu'un sur un sujet, on se renseigne avant. Non, il n'y a pas d'attaque, monsieur. On parle aux Aubois et aux Auboises. Ils ont envie de savoir qui vous êtes. Parce que finalement, ils ne vous connaissent pas. On a envie de savoir qui vous êtes. Vous avez un bilan. On a envie de le connaître. Vous parlez de proposition de loi, moi ça m'intéresse beaucoup. Bon, ça reste votre ministre, d'ailleurs qui n'a pas été reconduit par Monsieur Macron. Il n'a pas souhaité continuer. Oui, on peut le dire comme ça, c'est toujours plus dit que panache, mais peu importe. Ces lois aujourd'hui que vous avez portées, ce serait bien qu'on en parle parce que véritablement aujourd'hui leur application est un petit peu compliquée. Moi qui ai rencontré une cinquantaine, à peu près toutes, parce que si vous voulez, si on reprend un petit peu les sujets qui sont quand même assez fort et monsieur n'a pas le monopole de l'agriculture ou de la protection agricole qu'on connaît, monsieur Guiton et moi-même aussi très bien, le monde agricole. Aujourd'hui, vous dites que vous avez fait
vous avez fait des lois sur les néonicotinoïdes. Vous avez simplement, devant le fait accompli, considéré qu'il fallait un décalage de 2 ans parce qu'il n'y avait aucune solution. On arrive au bout, et là, quelle solution vous allez porter ? Quelle solution vous allez présenter ? Il n'y en a aucune aujourd'hui. Ils le savent très bien, ils sont très inquiets. Sur la loi que vous avez portée, je ne citerai même pas son nom parce que je ne sais pas si elle verra le jour jusqu'au bout, puisque les négociations aujourd'hui ne sont pas terminées avec les distributeurs. Non, ne dites pas ça, les agriculteurs le savent. Alors, on va préciser les choses. C'est une loi qui concerne la grande distribution. Qui est en cours de négociation avec une inflation énorme, où aujourd'hui, il n'y a aucune source et possibilité. Grégory Besson-Moreau, rapidement, puis après on parle du pouvoir d'achat. Je voudrais vous entendre sur vos propositions. Les Aubois, les Français, mais en général, attendent des propositions concrètes. Monsieur le député, j'aimerais vous entendre sur cette réponse. Non, mais attendez. On vous écoute. Je vais répondre par des chiffres qui sont très très simples. Avant la loi, c'était 10 années de déflation. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans que les agriculteurs baissaient leurs prix et que le prix de l'alimentation était en déflation. C'est-à-dire tous les ans, on achetait moins cher, moins cher, moins cher. C'est la première année où on a fait passer 4% d'augmentation sur l'alimentation. Je vais vous donner un exemple sur le lait. Le lait, l'année dernière, était à 383 € les 1000 litres. On est passé à 411 € les 1000 litres en projection sur 2022. Ce n'est exclusivement que le résultat de cette loi, pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes le seul pays européen à avoir instauré un principe simple qui est la non-négociabilité du coût de la matière première agricole. Et depuis, tous les prix montent. Les prix de la viande bovine, les prix de la volaille, les prix du porc, c'est les la prix du conjoncture lait. économique. C'est la Mais la conjoncture économique... Qui paye Alors, monsieur Giacomoni, vous voulez intervenir également depuis 3 ans. On vous écoute. Oui, parce que là, en fait, vous faites un mini-débat. Moi, j'aimerais bien intervenir sur cette fameuse loi Egalim 2 de monsieur Besson-Moreau, qui se targue effectivement d'une réussite extraordinaire. Alors moi, je voudrais vous dire, à votre avis, quels ont été les bénéficiaires de cette loi l'année dernière ? On est d'accord. J'ai la réponse. Non mais la loi, elle a été votée l'année dernière. C'est pas non mais c'est y a-t-il un nombre de bénéficiaires ? Les bénéficiaires de cette loi sont tous les agriculteurs qui ont souhaité rentrer dans cette loi, c'est-à-dire les producteurs de lait, lait de vache, lait de chèvre, les éleveurs bovins, les éleveurs caprins. Il y a 5300 exploitations sur l'Aube, monsieur Besson-Moreau. Soit vous me laissez répondre. Sinon, arrêtez de me poser des questions. D'ailleurs, il y a un journaliste pour nous poser des questions. Vous répondez, mais après, vous allez préciser les questions. Exactement, on parlera maintenant, la fin des négociations commerciales, c'était en février de cette année. Et depuis février de cette année, les prix ont augmenté. Le prix payé a augmenté. Vous pouvez le retourner dans tous les sens. Moi, aujourd'hui, l'ensemble de la représentation syndicale, quelle qu'elle soit, a félicité cette loi parce qu'elle les a protégés. Mon objectif était de protéger les agriculteurs au bois, les agriculteurs français, pour une souveraineté alimentaire française. Et d'ailleurs, le nouveau titre du ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire française. C'était notre objectif. Il a été rempli. Alors, rapidement, monsieur Spagnési. Attendez, je vais répondre quand même, si vous me permettez. Monsieur Giacomoni, monsieur Spagnési, répondre quand même à la question que je vous ai posée. Vous n'avez pas été capable de répondre. Je vais vous dire, c'est moins de 5 personnes sur 5 exploitations sur la première circonscription. Pourquoi ça n'a pas marché de la loi Egalim 2 selon vous ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné pour alors je ne sais pas, vous allez me répondre. Ils n'ont pas anticipé l'inflation et les charges aujourd'hui. Monsieur Spagnési, dites-moi, c'est deux choses différentes. Madame Frankel a raison. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'avenir, parce que c'est pour ça qu'on va être, qu'on postule pour cette élection. Le passé, c'est le passé. Mais si on regarde bien, effectivement, le prix qui peut être payé aux producteurs a peut-être augmenté, mais leurs charges augmentent considérablement. Considérablement. C'est plus compliqué que ça. Je vais reprendre la parole. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Parce que justement, je vais vous répondre, c'est dans la loi. Donc c'est l'indexation nationale qui n'a pas été mise. Alors attendez, il faut qu'on soit très précis pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils comprennent très bien. Finissez votre question, monsieur Spagnési, après monsieur Besson-Moreau. Voilà, il faut se projeter dans l'avenir pour définir une autre agriculture. Parce qu'une des raisons des difficultés de beaucoup d'agriculteurs, c'est l'endettement. Parce qu'on les a encouragés, on les a poussés à s'endetter. Moi qui je suis issu du milieu agricole et je connais bien le fonctionnement. On a poussé les gens à s'endetter avec, à un moment donné, des coûts de remboursement qui deviennent intolérables. Et c'est une des grandes parties de leurs difficultés. Maintenant, il faut bifurquer, changer de type d'agriculture pour justement assurer une rémunération des agriculteurs tout à fait convenable. Après tout, c'est le secteur indispensable par nature pour l'être humain. Produire
sa nourriture. Et important dans la circonscription. Alors qu'est-ce que vous proposez précisément, si vous êtes élu député, pour changer tout ça? C'est changer le mode d'agriculture. Changer le mode d'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est le discours des étudiants d'AgroParisTech pour leur fin d'études. On ne peut pas les considérer comme des gens qui n'y connaissent rien. C'est des vrais spécialistes de leur domaine. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on change? Ils disent qu'on les forme à une agriculture dominée par la chimie. Si vous avez écouté leur discours, il est implacable. Et on leur enseigne. Ils ont 2 ou 3 heures sur l'ensemble de leur scolarité des méthodes alternatives. Donc c'est l'agriculture alternative, par exemple, différente. Moins par exemple, intensive. Le problème du labour. Il y a des tas d'endroits où on a perdu 25 cm de terre arable. C'est-à-dire que dans quelques années, ces terres deviendront incultivables si on continue comme ça. Et nous, ce que je dis aux agriculteurs, c'est que l'écologie n'est pas l'ennemi des agriculteurs. Ce doit être les premiers écologistes, parce que eux sont dépendants des conditions atmosphériques, des inondations, on a bien compris, des tempêtes. Donc il faut changer tout ça. J'aimerais qu'on passe pas tout le débat sur l'agriculture. Il y a aussi le pouvoir d'achat qui intéresse nos concitoyens. Jordan Guiton, qu'est-ce que vous comptez faire sur ce pouvoir d'achat? Dans la circonscription, il y a 82% des résidents qui utilisent leur voiture tous les jours pour aller au travail. C'est plus qu'ailleurs. Comment on les aide à affronter le prix de l'essence qui grimpe tous les jours? Tout d'abord, il fallait anticiper les causes aujourd'hui conjoncturelles de l'augmentation des prix. Et Marine Le Pen, dès le mois de septembre, et c'est ce qui lui a d'ailleurs permis d'être au second tour de cette élection présidentielle, il faut dire les choses, elle avait fait du pouvoir d'achat sa priorité numéro 1. Elle a proposé de baisser la TVA de 5% à 0 sur un panier moyen de 100 produits de première nécessité, que ce soit des pâtes, du riz, des produits hygiéniques pour les femmes, etc. Les 100 produits les plus achetés par les Françaises et les Français. Deuxièmement, il faut baisser la TVA sur l'énergie. Que ce soit les carburants, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité. Ça va permettre à la fois, on en parlait des agriculteurs, à la fois aux ménages, à la fois aux collectivités territoriales qui ont aussi des difficultés budgétaires, de pouvoir, avec une TVA de 20 à 5,5, demain, de rendre du pouvoir d'achat, des dizaines de centimes au litre pour les gens qui emmènent leurs enfants à l'école, qui vont travailler. Donc on bloque les prix. Il ne faut pas bloquer les prix. Il faut avoir, parce que M. Macron, malheureusement, a pris des mesures qui sont à court-termistes. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il faut faire une grande loi sur le pouvoir d'achat. Heureusement. En fait, il faut faire des mesures pérennes. Et la mesure pérenne, c'est de baisser définitivement la TVA de 20 à 5,5 sur toutes les énergies. Sur le pouvoir d'achat, Grégory Besson-Moreau, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez porter comme loi, peut-être comme projet, pour que les Français, les Aubois, les Auboises, finalement arrivent à affronter ce phénomène d'inflation qui inquiète beaucoup de gens? Déjà, il faut continuer de les aider sur leur mobilité. Ce que l'on a fait avec cet apport de 18 centimes doit continuer, voire être augmenté. On doit les aider à passer cette inflation qui risque de durer encore quelques temps. Et puis, surtout, il faut les aider, pour certains, à retrouver un emploi. 34% des chômeurs dans l'Aube vivent sous le seuil de pauvreté. C'est par le travail qu'on peut résoudre une grande partie de la pauvreté. Et c'est pour ça que la proposition que l'on a aujourd'hui de mettre au travail ceux qui sont au RSA et qui ne souhaitent pas rentrer dans la vie active, eh bien, il faut maintenant les accompagner et les forcer à s'insérer dans le modèle social français à travers 15 à 20 heures de travail et de formation par semaine. Sinon, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité des aides. Voilà, ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui doivent aller travailler parce que c'est une demande qu'on a sur l'ensemble du territoire. Les entrepreneurs, quand je vais à la rencontre, quand je vais voir les élus locaux, ils me disent « mais je ne comprends pas, l'entreprise au coin de la rue n'arrive pas à recruter ». On n'arrive plus à recruter. Donc ce qu'il faut, c'est valoriser le travail. Et c'est pour ça que soit on fait des chèques, soit on fait en sorte que les salaires augmentent. Moi, je prône cette augmentation des salaires. Quand on travaille, ça doit payer. Lorsqu'on reste à la maison parce qu'on a décidé de ne pas payer, de ne pas travailler, mais on n'est plus payé, ou alors on va se faire former et on s'insère dans la société française. Stéphanie Frankel, vous voulez détaxer le carburant routier pour... non routier. Une détaxe totale du GNR pour les agriculteurs, ça aurait dû être anticipé, vu les charges et les coûts exorbitants dont ils sont les victimes aujourd'hui. C'était la première chose. Et sur la TVA sur le carburant, je pense qu'aujourd'hui, le carburant est encore plus sur notre circonscription, puisque nous, c'est double peine, vu la distance que l'on a à faire. Ici, on se déplace simplement pour vivre.
Ça veut dire que la nécessité d'avoir du carburant, c'est pour moi un produit de première nécessité. Donc on fait quoi pour les eaux-boises, les Français, si on fait une loi? Moi, je proposerais aujourd'hui, vu la pression qu'est devenue le carburant pour que les gens, les hommes et les femmes aillent se déplacer, en moyenne, un Français fait 35 km pour aller travailler dans toute la France. Chez nous, c'est évidemment plus important. Donc ce carburant doit devenir un produit de première nécessité. On ne peut plus être freiné et contraint par ce produit. Alors, je ne sais pas si c'est une des mesures. va être d'accord, parce qu'il y a un problème aussi de climat, c'est une des mesures. Monsieur Besson-Moreau dit qu'il faut augmenter les salaires. Mais comment on fait pour augmenter les salaires dans une entreprise? Moi qui suis chef d'entreprise, je veux dire, soit on nous donne les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'on baisse la CSG, qu'on défiscalise les heures supplémentaires. Ça, c'est du concret sur la... ça paraît logique en même temps sur le pouvoir d'achat. C'est tout de suite. Il faut aussi sur la base... Est-ce qu'on peut, sur la base du volontariat, transformer ces RTT en salaire, si on le souhaite? Ça, c'est des propositions qui peuvent être faites, qui peuvent être entendues. C'est important de le dire. Alors, c'est bien de dire il faut du pouvoir d'achat, mais il faut trouver des mesures, il faut les proposer, il faut les porter. financer aussi, peut-être. Exactement. Quand je vous regarde, Laurence Spagnési, en tant qu'écologiste, vous êtes en colère, vous le dites souvent, sur l'inaction climatique. Si on baisse les taxes sur le carburant, évidemment que ça ne va pas aider la planète. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est typiquement une fausse bonne solution. Pourquoi? Parce que ça va être une baisse provisoire. Au moment où on va baisser la TVA, effectivement, les carburants vont baisser. Mais de toute façon, à moyen et long terme, le cours des énergies fossiles ne va qu'augmenter, ne serait-ce que par la raréfaction de la ressource et par la difficulté croissante d'aller chercher cette ressource. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on vote? Qu'est-ce qu'on propose comme loi qui aide les Français à affronter tout ça? Il y a beaucoup de pistes. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail à faire sur la mobilité. Déjà, on a fermé des quantités, mais ça, c'est même pas le gouvernement actuel. C'est toutes les générations de gouvernants précédentes qui l'ont fait. On a cassé un outil qui était extraordinaire en France, qui était le réseau de chemin de fer, où, si vous allez regarder la carte de 1933, vous pouviez relier tous les chefs-lieux de canton de France en train. Mais là, on est en 2022. Et donc, il faut... Je pense à celui ou celle qui habite Urville, qui veut travailler à Troyes. Il est obligé de prendre sa voiture. Bien sûr, mais le travail qu'il y a à faire, c'est de travailler sur cette mobilité, remettre en place des transports en commun. Quand on met les territoires, on remet en place des transports en commun bon marché, c'est toujours un succès. Ça met un certain temps, parce qu'il faut désintoxiquer les gens à la voiture. Il faut savoir que beaucoup de véhicules qui circulent, il y a une personne. Alors certes, on commence à faire du covoiturage. Je salue un peu ce qu'a fait le département pour encourager le covoiturage, mais c'est encore trop timide. Transport en commun et covoiturage. Hervé Giacomoni, sur le pouvoir d'achat, sur cette essence très chère, on a vu le litre de super à 2,13 € il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, peut-être comme loi en tant que député, si vous êtes élu, pour aider les Français à affronter cette inflation? Il faut faire un prix plafond qu'on ne doit pas dépasser obligatoirement, mais le pouvoir d'achat aujourd'hui ne concerne pas que l'augmentation du carburant. Nous le subissons parce qu'effectivement, il y a la guerre en Ukraine, etc., donc ce qui pose problème, mais pas que ça. Vous avez en fait, sur certains secteurs d'alimentation, où nous sommes directement impactés. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on parle du pouvoir d'achat, mais il faut pouvoir payer des salaires plus importants. Et si on dit on retire une taxe par ici, on retire des impôts par là, on va creuser le déficit public, ça c'est certain, et on va augmenter la dette nationale. Le problème, c'est qu'on veut gagner plus d'argent, alors faire travailler les gens au RSA, etc., certainement, les gens qui sont au chômage, certainement, mais le problème, si on leur dit vous allez toucher 1 200, 1 300 €, mais vous êtes obligé d'utiliser votre véhicule, ce sera un coût supplémentaire, vous allez être obligé de mettre vos enfants à la crèche, etc., il faut mettre en place un système qui soit un système évolutif pour que personne ne soit perdant. Secondo, pour le pouvoir d'achat, pour que les Français gagnent mieux leur argent, que ce soit les employés, les salariés et les entreprises, il faut réindustrialiser notre pays. On s'est aperçu pendant le Covid et pendant les 2 mois de confinement que nous étions tributaires de 80% des produits importés en France. Et ça a recommencé en Ukraine. Le gouvernement Macron n'a absolument rien dit et n'a absolument rien fait, à ma connaissance, pour relancer
nos savoir-faire en France et l'industrie qui ont été tous délocalisés. Je vais vous le dire, moi le premier, j'étais au courant. À l'époque, quand j'étais au ministère de la Défense en tant que chargé de mission contractuelle et consultant, sous la mandature de Jacques Chirac, où j'avais dit dans les réunions interministérielles et avec les hauts fonctionnaires, j'ai dit attention, nous allons droit dans le mur si nous continuons à délocaliser nos entreprises et si nous liquidons nos savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes on va dire, dans l'agriculture, etc., bien sûr, mais le produit intérieur brut s'effondre, la dette augmente. Donc, en tant que député, effectivement, l'objectif, c'est de mettre en place des lois pour faciliter la réindustrialisation tout azimut, hein, ça, les PMI, PME, bien entendu. Faire revenir les entreprises pour dans relancer notamment la dynamique financière. Comment Oui. Non, je dis faire revenir les entreprises en France pour relocaliser. Oui, ça c'est impératif. Et accompagner les nouvelles initiatives. C'est impératif. J'étais à la charge à cette époque-là, donc de toutes les subventions et même une partie des fonds FEDER. Donc je connais très bien le fonctionnement territorial et national pour aider les entreprises et aider les localités. Ça réagit sur le plateau. Oui, Grégory Besson-Moreau, qu'est-ce que avant de passer à la loi que vous voudriez porter? Non, mais je remercie M. Giacomini de me tendre la perche, parce que la France est devenue le premier pays d'Europe où on réindustrialise. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Quand on voit France Relance et l'argent qui a été injecté sur les territoires, j'en ai plein d'exemples, que ce soit la scierie de Brienne-le-Château. On ne va pas avoir le temps d'aller plus loin sur ce dossier-là. De Arcis-sur-Aube, mais on a fait qu'injecter de l'argent dans l'industrie française. Regardez le territoire, regardez la première circonscription de l'Aube. Quand je suis arrivé, à l'époque, on fermait les usines à tour de bras. J'ai des amis regardez les grandes usines. On va passer à un autre sujet. J'aimerais qu'on entende, messieurs. Pas du tout ce genre d'informations. J'aimerais qu'on entende Jordan Guitton sur l'écologie, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu là-dessus. On a l'impression que le programme, en tout cas de Marine Le Pen, il n'y a pas forcément beaucoup de choses là-dessus. C'est un sujet prégnant aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez sur le plan de l'environnement, de l'écologie, si vous êtes élu député? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, Marine Le Pen, elle avait le programme présidentiel le plus écologique. C'est-à-dire tout simplement en expliquant que consommer local, produire local, faire accéder aux collectivités territoriales, aux entreprises, un produit fabriqué au bout de la rue plutôt que d'importer le produit venu du bout du monde, quand on sait que les rejets de CO2, 50% des rejets de CO2 français viennent des importations, qui sont d'ailleurs liés aussi au problème d'industrialisation française. Tout simplement, le programme de Marine Le Pen était le programme le plus écologique. On propose de produire local, de consommer local au maximum en aidant les agriculteurs, en aidant les productions locales, en aidant les collectivités territoriales par leur marché à plutôt utiliser l'entreprise du bout de la rue, encore une fois. Et toutes ces mesures-là, elles sont très écologiques. Consommer local, autre chose aussi. Et excusez-moi, autre chose aussi, sur le plan énergétique, on a, grâce à l'héritage du général de Gaulle, il faut le dire, un héritage nucléaire, voilà, qui est d'ailleurs bien connu dans la première circonscription. C'est l'énergie la plus décarbonée du monde, c'est l'énergie la plus propre. Honnêtement, sur le plan structurel, donc je vais peut-être choquer certains, mais je vous le dis, ça nous crée une indépendance énergétique et on doit remercier le général de Gaulle de cet héritage-là qu'on a grâce à la France, parce que je ne sais pas aujourd'hui comment les Français feraient pour se chauffer aujourd'hui chez eux. Donc on renforce le nucléaire, on consomme local. Voilà, avec Marine Le Pen, d'accompagner d'ailleurs toutes ces choses, voilà, d'avoir des PNR, des projets de PNR sur notre département, pourquoi pas, d'avoir des projets, et il faut accompagner le nucléaire qui est aujourd'hui l'énergie la plus décarbonée et la plus propre, je le répète. Alors on va terminer ce débat avec justement une loi que vous voudriez porter, peut-être sur l'écologie. Je vous vois, Laurence Magnési, réagir, mais oui, mais on n'aura pas 30 minutes non plus. Et si vous vouliez porter une loi, ce serait quoi? On va faire un tour de table pour la loi que vous voudriez défendre si vous êtes à l'Assemblée nationale le 19 juin au soir. Peut-être sur l'environnement, justement. Il y a plusieurs lois. Déjà, moi, une loi que je voudrais défendre, c'est des lois sociales, en particulier sur l'augmentation du SMIC, des minima sociaux, des retraites les plus faibles, pour porter par exemple le SMIC à 1 500 € net par mois, puisqu'on a fait évoluer cette valeur en raison de l'inflation. Au début, c'était 1 400 €, mais c'était avant qu'on ait vraiment connaissance du niveau de l'inflation. Et donc, pour effectivement donner du pouvoir d'achat, mais en matière de matière solide aux personnes. Et puis, effectivement, des lois écologiques et moi, il y a une règle qui me paraît la plus importante, qui est extrêmement urgente, c'est la règle verte. C'est-à-dire introduire dans la Constitution une règle verte qui dit on ne prend pas à la Terre plus que ce qu'elle peut nous donner. Parce qu'il faut bien savoir que maintenant, il nous faut presque 3 planètes pour faire vivre un Français. C'est entendu. Et ça, c'est pas tenable.
Hervé Giacomoni, si vous êtes élu, et vous aussi, quelle loi vous voudriez porter au Palais Bourbon, à l'Assemblée? Si vous deviez défendre une loi, ce serait laquelle? Une, principalement, qui va dépendre de toutes les autres. Et malheureusement, je n'ai pas entendu une seule fois le mot sortir de la bouche des candidats et du député actuellement en place. Redonner le pouvoir au peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement leur permettre d'accéder au référendum. Parce que les grandes décisions sur le devenir de notre pays est très important. Et ça passe automatiquement par les solutions écologiques, comme les solutions, bien sûr, démographiques, on parle de l'immigration, etc. Et bien entendu, tout ce qui est développement industriel, culturel, et bien sûr, nos régions agricoles. Voilà, c'est ça qui est très important. C'est mettre en place une loi qui permette de donner au peuple une voix pour changer les choses. Merci beaucoup. Stéphanie Frankel, vous, si vous êtes élue, ce serait quoi la loi que vous aimeriez porter devant l'Assemblée? Alors moi, 2 lois plus précisément, surtout une sur les libertés locales, essentiellement sur la décentralisation et notamment de la santé, parce que je pense que la santé doit être gérée territorialement. Non, au niveau du département. Voilà. Aujourd'hui, il faut que la santé revienne ici. On sait sur notre territoire comment la santé doit être répartie. On sait dans un territoire plus que dans un autre sur quelle spécialité, sur quel corps médical il faut que l'on travaille. Et c'est important qu'on ait cette libre décision. De la même façon que la politique de logement doit être donnée aux maires. Ça, c'était une erreur. Et aujourd'hui, ils s'en plaignent. Et la dernière chose sur laquelle je terminerai, c'est le grand plan qui avait été lancé pour la construction des places de prison. Aujourd'hui, on souhaite tous que les peines soient appliquées. Encore faut-il que l'on ait de la place. Et Madame Taubira avait eu la bonne idée d'arrêter ce plan de construction en plein vol, alors que nous manquons de 40 places de prison. C'est évidemment ce qu'il faudra porter. C'est entendu. Grégory Besson-Moreau, si vous êtes réélu député, ce serait quoi la loi que vous allez porter? Ce serait une grande loi pour le respect et la protection de nos aînés. Faire en sorte qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible chez eux, en les accompagnant avec des heures de présence chez eux pour prendre leurs besoins et les accompagner dans leurs besoins de tous les jours. Et puis, un grand plan aussi de protection au niveau des EHPAD pour que les aides-soignantes, pour que les infirmières aient plus de moyens, peut-être financiers, mais des moyens aussi de formation et des équipes qui soient plus nombreuses pour toujours être dans l'accompagnement de nos aînés. On le voit aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps, on va devoir les accompagner de plus en plus longtemps et on leur doit le respect. Donc ma première loi sera une loi de protection de nos aînés. Je voudrais juste revenir sur la loi. Rapidement, j'ai voté très rapidement, mais j'entends ici quelques critiques, mais je tiens quand même à remercier l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale comme au Sénat, de droite comme de gauche, puisqu'ils ont voté à l'unanimité au Sénat comme à l'Assemblée, ma loi. Merci beaucoup. Jordan Guiton, vous aussi, un dernier mot sur cette loi que vous aimeriez porter si vous êtes élu. Moi, j'aimerais reprendre ce slogan de campagne de Marine Le Pen, rendre aux Français leur argent. Moi, je me mets à la place des habitants de la première circonscription de l'Aube et qui payent finalement d'année en année de plus en plus d'impôts, qui ont de plus en plus de charges, qui voient que le panier moyen au supermarché coûte de plus en plus cher et qui ne voient pas où va leur argent, qui ont de moins en moins de services publics de proximité. Oui, il y a eu l'émission France Service, c'était une bonne initiative, on peut le saluer, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, quand on vit dans la ruralité, on a l'impression de payer pour tout le monde, on a l'impression de payer pour les politiques de la ville. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, 1 euro donné à la politique de la ville, ce soit 1 euro donné dans la politique de nos campagnes. Et malheureusement, ça n'a pas été fait hier par Emmanuel Macron, ça n'a pas encore été fait hier par les gouvernements de droite, respectivement, qui se sont succédés. Et donc, j'ai envie, moi, de rendre aux Français, notamment de la ruralité, leur argent pour savoir que lorsqu'on paye des impôts, on a les mêmes droits qu'on habite à Bar-sur-Aube, qu'on habite à Meurville, qu'on habite à Arcis-sur-Aube, à Mailly, concrètement, ça veut dire quoi en termes de loi? Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit dans les faits? Ça veut dire qu'en fait, il faut financer et ramener le maximum de services publics avec le plus de proximité, décentraliser au maximum. Il ne faut pas tout centraliser dans l'agglomération troyenne. C'est ça aujourd'hui. Rouvrir des services publics à la campagne, bien sûr, il faut que les maisons France Service, par exemple. Les maisons France Service, les bureaux de poste, les gendarmeries. On n'en parle pas assez des gendarmeries, mais les cambriolages, c'est un fléau qui touche toute la première circonscription. Et toutes ces choses, en fait, il n'y a plus aucune proximité de rien, notamment
Excusez-moi. Donc, les gendarmeries, il faut absolument avoir des gendarmeries qui soient effectives, avec des moyens matériels et humains, et qui soient à disponibilité et à proximité de tout le monde. Parce que lorsqu'on paye des impôts en France, on doit être équitable, que l'on vive dans un quartier à Troyes, à Saint-Part, pour Sainte-Marie ou dans la réalité de la première circonscription. C'est entendu. Et merci beaucoup. Merci à tous. C'est toujours trop court quand on fait un débat. Ça passe très très vite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à tous les 5. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous à 23h pour un autre débat consacré à la 5e circonscription de la Marne. Dans quelques instants, c'est votre 18h30. Et puis 19h, comme chaque soir, le JT régional. À très bientôt. Bonne soirée. Et n'oubliez pas d'aller voter les 12 et 19 juin prochains. Merci à tous. Merci. Merci.